Les fourmis qui font de l'agriculture. Les êtres humains font de l'agriculture depuis des milliers d'années. Une grande partie du besoin alimentaire de la population mondiale est compensée par ce moyen. Et les êtres humains utilisent différentes techniques pour une agriculture rentable. Pour augmenter le rendement, les scientifiques ont développé des procédés comme l'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques. De plus, dans les serres qu'ils ont construites, ils ont réussi à obtenir des produits de chaque saison. Seulement, il y a un être vivant qui s'affaire avec l'agriculture depuis bien plus longtemps que les êtres humains et qui pratique toutes ces techniques depuis bien plus longtemps. Maintenant, faisons un voyage dans les profondeurs des forêts de l'Amazone pour connaître cet être de près. Ce sont les fourmis coupeuses de feuilles. Ces fourmis font de l'agriculture depuis des millions d'années. Et ce travail laborieux, elles le réalisent phase par phase, encore au moyen d'une répartition du travail et d'une planification. Le premier maillon de la chaîne de production sont les fourmis ouvrières qui officient en dehors du nid. Jour et nuit, ces fourmis coupent sans s'arrêter les feuilles des arbres et des plantes sauvages dans la forêt. Le deuxième travail est de transporter au nid les feuilles qu'elles ont coupées. Les fourmis transportent à leur nid les morceaux de feuilles en les tenant comme une voile. Ces petites ouvrières sont beaucoup plus fortes que pourrait le penser l'être humain. Si l'on devait faire une comparaison, le travail que font les fourmis ressemblerait pour un être humain à courir sur 1 km en 2 minutes et demie, alors qu'il a 250 kg de charge sur son dos. Aucun être humain ne peut réussir un travail si dur. Les fourmis travaillent à un niveau étonnamment planifié et organisé. Pour qu'elles puissent faire de l'agriculture, elles sont contraintes de transporter les feuilles dans le nid. Pour cette raison, l'opération de transport ne doit pas être perturbée. Et pour faciliter le transport, les fourmis construisent des routes à plusieurs voies. Ce qui est encore plus intéressant, tout comme c'est le cas chez les êtres humains, il y a une organisation responsable de l'entretien et de la réparation de ces routes. Voici une fourmi en service. Elle nettoie les obstacles qui sont sur la route. Et en voici une autre, chargée de l'entretien de l'autoroute. Dans l'organisation des fourmis se réalisent des événements qui dépassent la force d'imagination de l'être humain. En ce moment, vous regardez les fourmis qui, en se tenant les unes aux autres, ont formé un pont en chair. Les autres fourmis continuent leur chemin en leur marchant dessus. Ceci est certes une grande démonstration de sacrifice et de solidarité. Lors de ces opérations, environ 500 000 fourmis agissent comme un seul cerveau. Et cette organisation gigantesque peut couper en un seul jour toutes les feuilles d'un très grand arbre et les transporter au nid.
Les fourmis coupent tout type de plantes sans se lasser et sans se fatiguer, même les fleurs. Si on pense à la taille de la fourmi par rapport à l'homme, la grandeur de la feuille qu'elle coupe est comme une plaque d'arbre épaisse et large, ou bien comme un tronc d'arbre. Les êtres humains utilisent des outils spéciaux pour pouvoir couper les arbres. Très bien. Comment la fourmi réussit-elle ce travail? La réponse fait apparaître à nouveau un miracle de la création manifeste, car Allah a donné à la fourmi coupeuse de feuilles un mécanisme de découpage qui est une merveille de conception. Ce mécanisme de découpage se compose de deux couteaux distincts. Les couteaux furent recouverts de zinc pour donner plus de tranchants. Dans le mécanisme de découpage, il y a encore un autre système étonnant. Un organe spécial qui se trouve tout de suite en dessous de la tête de la fourmi diffuse des ondes sonores à haute fréquence. Ces sons sont communiqués à la feuille via les couteaux. Les ondes sonores mettent la feuille dans un état plus fragile et plus facile à découper. Ce système est une conception ingénieuse. Maintenant, réfléchissons un peu sur la structure de ce système. Recouvrir le métal d'alliages spéciaux pour faire un couteau plus tranchant, c'est également un procédé utilisé par les êtres humains. Seulement, les êtres humains qui font cela sont des êtres possédant l'intellect et le savoir. Ce système fut développé dans les laboratoires à la suite de travaux spéciaux. Or, la fourmi n'est pas au courant de l'existence d'une matière qui s'appelle le zinc. Elle ne peut pas savoir non plus que ses couteaux sont recouverts de cette matière. Les cellules qui se trouvent sur le mécanisme de découpage de la fourmi recouvrent de manière miraculeuse la surface des couteaux avec du zinc. Dans le corps de ce tout petit être vivant se trouve une conception très intelligente. Une situation similaire est valable pour le système qui permet que la feuille soit facilement coupée grâce aux ondes sonores. Une fourmi ne peut certainement pas savoir que les ondes sonores à haute fréquence rendent une matière plus fragile. Il est certes impossible qu'un système si complexe soit apparu par hasard. Il n'y a qu'une seule explication à l'existence de ce système magnifique. Le système fut créé de manière consciente. C'est Allah qui a créé les fourmis, et c'est également Allah qui leur a donné toutes leurs caractéristiques, en plus de leur mécanisme de découpage miraculeux. Voici ce qui est exposé dans un verset du Coran. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Mon Seigneur embrasse tout dans sa science. Ne vous rappelez-vous donc pas? Le nid des fourmis coupeuses de feuilles peut atteindre 5 mètres de profondeur et 7 mètres de largeur. Les fourmis construisent des centaines de tunnels et de chambres à l'intérieur du nid. Environ 40 tonnes de terre sont creusées et transportées dehors. L'architecture du nid est un miracle de la création à part.
Les fourmis ne mangent pas ces feuilles qu'elles ont coupées des arbres, car les fourmis ne se nourrissent uniquement que d'une variété spéciale de champignons. Très bien, que vont faire ces fourmis avec ces feuilles qu'elles ne peuvent pas manger? La réponse est très intéressante. Pour pouvoir faire de l'agriculture, les fourmis vont utiliser ces feuilles en tant que matière première. Et grâce à cette matière première, elles vont cultiver des champignons. Dans cet objectif, elles établissent des centaines de champignonnières à l'intérieur du nid. En ce moment, nous voyons une de ces champignonnières. La température, l'humidité et la taille de cette champignonnière a été ajustée spécialement par les fourmis pour cultiver des champignons, tout comme les serres qu'utilisent les êtres humains pour pouvoir faire de l'agriculture à toute saison. Les fourmis ouvrières livrent les feuilles qu'elles coupent aux fourmis en service dans les champignonnières. Les fourmis qui réceptionnent les feuilles désinfectent celles-ci avant de commencer leur besogne. Il y a une raison très importante à cela. L'entrée dans le nid d'un champignon étranger ou bien d'une bactérie peut ouvrir la voie à de grands dommages. En particulier, dans une colonie où vivent 500 000 fourmis, cela veut dire le danger d'une épidémie. Seulement, Allah a créé un système très spécial pour protéger les fourmis de ces dangers. Une substance présentant une particularité antibiotique est sécrétée dans le corps de la fourmi. La fourmi que vous regardez désinfecte le dessus de la feuille avec sa bouche. Comme conséquence de cette opération, il ne va rester aucune bactérie sur la feuille. Tout comme les fourmis, les êtres humains également luttent contre les bactéries. Pour cela, ils produisent des substances antibiotiques dans les laboratoires. Or, l'antibiotique que produisent les fourmis est beaucoup plus puissant, et elles utilisent cette substance depuis des millions d'années. Certes, ces petits êtres vivants n'étaient pas au courant des bactéries ou des substances antibiotiques empêchant la production des bactéries. Seulement, grâce à ce système magnifique créé par Allah, aucune bactérie nuisible ne peut se loger ni dans le milieu où vit la fourmi, ni sur son corps. Après avoir fini l'opération de désinfectage, les fourmis commencent tout ensemble à mettre les feuilles en morceaux. Après que les feuilles aient été séparées en petits morceaux, le tour de service vient aux fourmis les plus petites. Ces fourmis mesurent 2 mm, c'est-à-dire la taille d'un grain de sable. Et elles passent toute leur vie dans ces petites chambres souterraines. En mâchant complètement les morceaux de feuilles, elles en font de la bouillie et elles le répartissent sur le sol du champ de production. Ensuite, elles fermentent des champignons sur cette bouillie. Sous 24 heures, la couleur verte des feuilles a complètement disparu. Et un jour après, le dessus des bouillies de feuilles est recouvert de couches de champignons tout blancs qui grandissent. En définitive, la nourriture que peuvent manger les fourmis a été obtenue. Et la récolte commence tout de suite. Les fourmis qui font la récolte ne pensent pas d'abord à elles, mais à leurs amis. Et les champignons qu'elles ont coupés, elles les transportent aux fourmis ouvrières en dehors des chambres de récolte. Voici une fourmi moissonneuse. Le liquide nourrissant qu'elle a obtenu du champignon, elle l'offre à une fourmi ouvrière qui est en service dans un autre endroit du nid. Avec ce procédé, des coupeuses de feuilles qui travaillent dehors jusqu'aux mâcheuses qui transforment les feuilles en bouillie, la nourriture nécessaire à toutes les fourmis leur est donnée. Avec une solidarité et une coopération magnifiques, 500 000 fourmis travaillent et produisent en permanence,
365 jours par an et 24 heures sur 24. Après que tous les champignons aient été récoltés, il reste derrière les excédents de feuilles et ces derniers doivent être nettoyés. En transportant chaque morceau un à un, les ouvrières nettoient complètement la chambre de production. Les excédents sont jetés dans une aire vide, loin du nid. Pour ces êtres vivants travailleurs, il n'y a pas de notion comme se reposer ou se plaindre. Dans la colonie, il y a également ceux qui ont d'autres fonctions. Par exemple, la défense du nid est assurée par les fourmis soldats forts, courageux et pleins de sacrifices. Y compris au bruit de pas d'une personne qui s'approche, les soldats jaillissent dehors. Ces soldats géants sont 300 fois plus lourds que les autres fourmis de la colonie. Et ils attaquent toute chose étrangère autour du nid. Ils tentent même de mordre les chaussures et les chaussettes d'une personne qui s'approche du nid. S'ils passent une fois leur mandibule dans la chair de l'être étranger, ils ne relâcheront plus. Même si les autres parties de leur corps subissent des dommages, ils n'ouvrent pas leur mandibule et ils sacrifient leur propre vie pour leur colonie. Ceci est certes un exemple de grand sacrifice. Les plus grands ennemis des fourmis coupeuses de feuilles sont les guêpes. Grâce à ses mandibules solides, la fourmi peut facilement lutter contre une guêpe. Seulement, lorsqu'elle transporte une feuille, comme ses mandibules tiennent la feuille, elle reste sans défense contre une attaque soudaine. Très bien. Comment est assurée la sécurité d'une fourmi qui transporte une feuille ? La réponse à cette question révèle encore une fois la solidarité dans la colonie des fourmis. Maintenant, regardons un peu de près les fourmis qui transportent les feuilles. Si vous faites attention, sur chaque feuille, il y a une petite fourmi ouvrière. La tâche de ces fourmis ouvrières est de protéger les fourmis qui transportent les feuilles des éventuelles attaques aériennes. Face à une attaque d'abeilles, cette petite fourmi va faire la première défense avec ses fortes mandibules et va empêcher que la fourmi qui transporte la feuille soit attrapée au dépourvu. Cette petite fourmi applique à la fois une tactique de défense très intelligente et met également sa vie en danger pour la fourmi qui coupe les feuilles. Ceci est certes un exemple de grande solidarité. L'erreur de l'évolution. Les fourmis s'organisent de manière magnifique. Seulement, il n'y a toujours pas de hiérarchie entre eux. Et aucune fourmi n'organise la colonie. Seulement, malgré cela, chaque fourmi connaît de manière miraculeuse quel travail elle doit faire. La répartition des tâches fut faite avant que les fourmis ne viennent au monde et les fourmis accomplissent leurs tâches de la meilleure manière. Et ceci n'est pas seulement le cas pour les fourmis coupeuses de feuilles, on voit cela chez toutes les variétés de fourmis. Ces particularités que possèdent les fourmis présentent encore une fois le fait que la théorie de l'évolution est effondrée. Comme on le sait, la théorie de l'évolution soutient que tous les êtres vivants sur Terre sont apparus suite à des hasards aveugles. Seulement,
aucun hasard ne pourra faire gagner aux fourmis les caractéristiques qu'elles possèdent, telles que l'entraide, le sacrifice, la discipline et le fait de pouvoir planifier. Aucun hasard ne pourra permettre que chacune des 500 000 fourmis agisse pour un objectif commun. La théorie de l'évolution prétend que pour la continuation de la vie des êtres vivants, ces derniers luttent sans pitié les uns contre les autres, et elle accepte cela comme le mécanisme de base de l'évolution. Dans cette situation, la théorie de l'évolution ne peut aucunement expliquer comment est apparue la communauté des fourmis établie sur le sacrifice et le partage. D'un autre côté, la théorie de l'évolution met en avant que les êtres vivants ont gagné étape par étape les caractéristiques qu'ils possèdent suite aux changements apportés par les mutations. Dans ce cas, il faut également qu'ils forment étape par étape l'ordre social que possèdent les fourmis, et ceci est impossible. Car, comme nous l'avons également regardé dans ce film, la colonie de fourmis se compose de fourmis ayant différentes fonctions. Et le fait de ne pas accomplir même une seule de ces fonctions voudra dire la fin de la colonie. Par exemple, considérons les fourmis qui font de l'agriculture. Si les fourmis soldats ne défendent pas le nid, si les fourmis ouvrières ne coupent pas les feuilles, si les autoroutes ne sont pas construites pour transporter ces feuilles, si les nids géants ne sont pas faits en collaboration, si les feuilles apportées au nid ne sont pas nettoyées une à une, si les fourmis mâcheuses ne broient pas les feuilles, ou si les fourmis préparatrices de bouillie ne font pas la fermentation des champignons, aucune des autres tâches effectuées ne servira à rien et les fourmis ne pourront pas cultiver de champignons. Et ceci aura comme signification mourir de faim pour toutes les fourmis de la colonie. Lorsqu'on descend dans les détails, on comprend encore mieux à quel point le système est établi d'une manière planifiée. Par exemple, s'il n'y a pas le zinc recouvrant les mandibules des fourmis coupeuses de feuilles, si elles ne produisent pas dans leur corps le liquide antibiotique spécial qui protège la colonie des bactéries, si l'humidité et la température à l'intérieur du nid ne sont pas spécialement réglées, et si toutes les fourmis n'agissent pas dans une si grande discipline. Les autres particularités que possèdent les fourmis ne vont avoir aucune signification et toutes les fourmis vont disparaître dans un court délai. Car la colonie ne peut continuer à vivre que si elle existe ensemble avec toutes ses particularités. Et ceci montre que les fourmis n'ont pas acquises les particularités qu'elles possèdent étape par étape, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas évolué. Au contraire, les fourmis furent créées en un seul instant avec leur constitution magnifique que nous avons examinée ici, ainsi qu'avec encore beaucoup d'autres de leurs particularités. Et une autre preuve importante quant au fait que les fourmis furent créées avec toutes ces caractéristiques parfaites apparaît lorsque les registres de fossiles sont examinés. Le fossile de fourmis de 80 millions d'années que vous regardez est l'un des plus anciens fossiles de fourmis sur Terre. Le côté intéressant de l'affaire est que ce fossile n'a aucune différence avec les fourmis de nos jours. Cette situation prouve de manière certaine que les fourmis sont soudainement apparues sur Terre avec leur constitution d'aujourd'hui et qu'elles n'ont subi aucune évolution jusqu'à nos jours. C'est Allah qui a créé les fourmis avec la constitution parfaite de leur corps et tout le système social qu'elles possèdent. Conclusion.
Maintenant, réfléchissons encore une fois à la lumière de toutes les informations que nous avons regardées dans ce film et posons certaines questions. Comment les fourmis ont-elles acquises toutes ces caractéristiques qu'elles possèdent? Qui a fait la répartition du travail entre les fourmis? Comment se fait-il que chaque fourmi sache dès l'instant de sa naissance le travail et la tâche qu'elle doit accomplir? Pourquoi les fourmis soldats prennent-elles le risque de sacrifier leur propre vie? Ces êtres vivants, qui ne possèdent pas d'intellect, comment se fait-il qu'ils puissent être beaucoup plus organisés que les êtres humains et avoir une société beaucoup plus sociale? Comment se fait-il que 500 000 fourmis puissent agir comme un seul cerveau pour un objectif commun? Ces questions nous emmènent vers une réalité très importante. Les opérations que réussissent ces petits êtres vivants qui ne possèdent pas d'intellect est une preuve manifeste que c'est Allah qui les a créés et qui leur a donné les caractéristiques qu'ils possèdent. La puissance et l'art de création d'Allah se manifestent chez chaque être vivant. Les fourmis également sont l'une des manifestations en nombre infini de l'art de création d'Allah. Dans un verset du Coran, Allah précise ceci: « Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. À lui, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, tous lui sont entièrement soumis. »